Bonjour à tous, bienvenue sur ce mardi d'Esti Afrique du Sud. Moi, je suis Sergio, je suis account manager dans l'équipe commerciale avec Amandine, Maëlle, Mathilde et Christelle, euh, que vous connaissez peut-être déjà. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de d'Anaïs, qui est notre chef produit sur l'Afrique et qui nous fera cette belle présentation sur l'Afrique du Sud. Merci Sergio, bonjour à tous. Je suis Anaïs, comme l'a présenté Sergio, et je suis chef de produit Afrique. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous faire voyager un petit peu vers la nation arc-en-ciel. Alors aujourd'hui, au sommaire, on va commencer par une présentation générale de l'Afrique du Sud, avec son emplacement, ses points forts, pour qui et quand partir. Ensuite, on parlera des incontournables du pays, avec les différentes étapes. Je vous parlerai un petit peu plus en détail de l'Afrique du Sud chez Worldia et de nos propositions de voyage. Et enfin, je terminerai par toutes les informations qui sont bonnes à savoir sur les formalités et les informations pratiques de la destination. Alors, l'Afrique du Sud, comme son nom l'indique, c'est un pays qui est situé au sud de l'Afrique, qui est frontalier avec la Namibie, le Botswana, le Mozambique. Et il y a aussi deux pays enclavés en Afrique du Sud, qui sont le Lesotho et l'Eswatini, ou le Swaziland en anglais. C'est une destination qui est très variée, qui est très grande, qui fait à peu près 2,5 fois la taille de la France. Sa capitale, c'est Pretoria, qui se trouve au nord-est du pays. Ensuite, un peu plus loin, on a la ville de Johannesburg, qui est le berceau de la révolution contre l'apartheid et qui est une ville très importante en Afrique du Sud. À l'est du pays, on a le mythique parc national Kruger, qui est à la frontière avec le Mozambique, où on peut rencontrer les Big Five. Ensuite, si on descend un peu plus au sud, au bord de l'océan Indien, on a la ville de Durban. Et là, on arrive dans la région du KwaZulu-Natal, qui est une région qui est encore très marquée par la culture sud-africaine, par la culture zoulou. Et on peut aussi y faire des safaris. Ensuite, si on descend un peu plus bas, on arrive à la ville de Port Elizabeth. Et il faut savoir qu'entre Port Elizabeth et la ville du Cap, on a ce qu'on appelle la route des vins et la route des jardins. Donc, c'est toute une route qui longe l'océan Atlantique et sur laquelle on peut faire énormément d'arrêts. Et je vous détaillerai un petit peu plus tard les arrêts qu'on peut faire sur cette route-là. Et enfin, on a la fameuse ville du Cap, qui est très connue aussi en Afrique du Sud et pour laquelle il y a énormément de choses à faire. C'est vraiment un incontournable d'un voyage en Afrique du Sud. Alors, sur les points forts de la destination, on n'appelle pas l'Afrique du Sud la nation arc-en-ciel pour rien. C'est vraiment un mix entre nature, culture, histoire et paysage. C'est une destination qui est idéale pour un premier voyage en Afrique, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un pays africain qui est assez développé. En termes d'infrastructures hôtelières, par exemple, il y a un choix assez important. Ça peut aller de l'hôtellerie la plus basique à l'hôtellerie la plus luxueuse. Et il ne faut pas oublier que dans certaines régions, l'hôtellerie peut être vraiment très simple de par la situation géographique. C'est aussi une destination idéale pour un premier voyage en Afrique parce que les routes sont en très bon état. C'est idéal pour un autotour, par exemple. Et c'est aussi une destination africaine qui est accessible financièrement. On peut vraiment adapter le voyage en fonction du budget des clients. C'est une destination avec une culture et une histoire riche. C'est un pays qui est encore marqué par l'apartheid, même si c'est fini depuis les années 90. On peut encore voir la ségrégation sur place. Alors, il n'y a aucune obligation, il n'y a plus aucune loi concernant l'apartheid, mais en termes de mode de vie et de culture, on voit vraiment la séparation entre le peuple blanc et noir. On peut aussi visiter la prison de Robben Island, qui a été une des prisons de Nelson Mandela. On peut aussi visiter le musée de l'apartheid pour mieux comprendre l'histoire dans la ville de Johannesburg. Et on peut se balader dans les rues du Cap, dans le quartier de Woodstock, par exemple, où on peut voir du street art, où les personnes dessinent un peu l'histoire et ce qu'ils ont vécu en Afrique du Sud. C'est un pays aussi où il y a une diversité de paysages qui est très variée.
Ça peut aller du plus grand canyon vert du monde, le Blythe River Canyon, jusqu'à la savane sauvage du parc Kruger, aux montagnes du KwaZulu-Natal et du Drakensberg, jusqu'aux vignobles du Western Cape. Et évidemment, un voyage ne serait rien sans les rencontres mémorables qu'on peut y faire. Alors évidemment avec la population locale qui est très accueillante, qui a très envie de partager son histoire et sa culture, mais aussi avec les Big Seven. Alors on connaît évidemment les Big Five en Afrique, qui sont l'éléphant, le rhinocéros, le lion, le léopard et le buffle. Et la particularité de l'Afrique du Sud, c'est qu'on peut aussi y rencontrer deux autres animaux qui font donc les Big Seven, le grand requin blanc et la baleine australe. En termes de trucs et astuces sur la destination, je voudrais vous faire un petit point du coup sur l'histoire parce que c'est très important pour un voyage en Afrique du Sud. C'est un État membre du Commonwealth qui a connu l'apartheid de 1948 à 1990. L'apartheid, c'est un régime politique qui a été mis en place après du coup la Seconde Guerre mondiale et qui s'est inspiré du régime nazi en termes de ségrégation raciale. C'est-à-dire que les blancs, les colored et les noirs n'avaient pas les mêmes droits et ne pouvaient pas avoir le même accès au travail et à la vie en général. Ils avaient des quartiers spéciaux où les blancs pouvaient vivre, les noirs pouvaient vivre et les colored pouvaient vivre. Ils ne pouvaient pas se mélanger. Et si par exemple ils se mariaient entre eux, ils devaient se séparer et vivre dans des quartiers différents. Et malheureusement, c'est encore un pays qui est fortement marqué par son histoire. Même si aujourd'hui l'apartheid n'est plus d'actualité, ça reste quand même très ancré. C'est une destination où il y a 11 langues officielles et seulement 10% de la population parle anglais. Alors, il faut savoir que l'anglais, ça reste la langue de travail, donc la langue du commerce, la langue dans le tourisme, évidemment, tout le monde parle anglais. Mais sur place, les locaux, il n'y a que 10% de la population qui utilise cette langue-là. Sinon, les trois autres langues les plus parlées sont le zoulou, à 24%, le xhosa, qui est aussi une langue qui est parlée. Alors là, c'est plutôt dans la région du Cap et l'Eastern Cape. Et le zoulou, c'est la langue qui est parlée dans la région du KwaZulu-Natal. Et enfin, la troisième langue la plus parlée en Afrique du Sud, c'est l'Afrikaans. C'est la langue qui a été créée par les colons néerlandais et qui est aujourd'hui très utilisée dans les universités et par les Blancs sud-africains. Pour mieux comprendre l'histoire et la culture locale, je vous conseille de faire une journée avec un guide francophone privatif au Cap ou à Johannesburg. C'est toujours mieux d'avoir une explication historique et culturelle d'une personne locale, et en plus en français. On le propose en plateforme. Ensuite, dans les parcs nationaux, il faut savoir qu'on peut faire un safari en autonomie. Donc, c'est-à-dire que les clients peuvent prendre leur voiture et circuler sur les pistes, évidemment. On n'a pas le droit de faire de hors-piste dans les parcs nationaux. Et faire leur safari eux-mêmes. Mais je vous conseille de le proposer à vos clients accompagnés d'un ranger expérimenté parce que l'expérience est complètement différente. Tout simplement, les rangers sont formés pour ça. Ils passent leur vie dans les réserves et dans les parcs nationaux. Donc, ils connaissent la nature, ils connaissent les animaux. Et c'est plus sécurisant et c'est même plus intéressant d'avoir un ranger avec soi. Si on a des questions ou quoi que ce soit, c'est toujours plus intéressant d'avoir ces réponses. Et le safari peut être fait sous plusieurs formes et l'expérience est complètement différente d'un safari à l'autre. On a les safaris en 4x4, les plus classiques. On a le safari à pied, le safari à cheval et le safari en montgolfière. Ensuite, Je me permets juste, Anaïs, je me permets de t'interrompre, excusez-moi, parce que l'image, elle est floue, donc on a plusieurs messages. Donc, peut-être si tu peux juste regarder en haut à droite, en haut à gauche, pardon, sur l'écran, tu auras oui, une petite roue où tu vas pouvoir gérer la qualité vidéo. Donc, juste pour pour t'assurer si tout est OK. qualité Moi, vidéo. j'arrive à voir, oui, que la qualité de l'image soit. Là, elle est en haute qualité. C'est toujours flou. Apparemment, c'est toujours flou. Moi, je le vois correctement, mais j'ai l'impression que pour.
Ah Voix mince. de gens, c'est oui, Mmh. qu'on voit pas exactement, tout ce qu'il y a écrit. Hem, Là, je viens de cliquer sur le haute définition. Ça change quelque chose ou pas? Mmh, mmh, est-ce que mmh. c'est toujours, flou pour vous ou, est-ce que ça s'est un petit peu amélioré? C'est dommage parce qu'on a des belles photos en plus. Oui. Parce qu'à la limite, le texte, je vous le dis en même temps. Toi, ta connexion, Anaïs, elle est OK? Heu, Là où oui, ouais. Je suis désolée. Heu, je vais juste aller voir. OK. Apparemment, ce qu'ils nous disent, les collègues, c'est qu'il faut réactualiser la page. Merci Chloé. Si vous pouvez peut-être faire F5, vous essayez de rafraîchir la page et apparemment, l'image s'améliore, la qualité s'améliore. Donc, si vous pouvez juste essayer de faire cette manip. Parce que nous, on a normalement bien paramétré la qualité de la vidéo pour que ça soit OK chez vous. Donc, si vous pouvez juste rafraîchir. Voilà. Merci ah, Stéphanie. Effectivement, voilà, c'est tout bon, Anaïs. On peut continuer. C'est top. tout OK. Merci. Alors, oui, j'en étais au fameux springbok qu'on peut croiser dans la savane. C'est entre une antilope et une gazelle, et c'est l'animal symbole de la destination. C'est aussi l'emblème de l'équipe nationale de rugby, parce qu'il faut savoir que le rugby est très important en Afrique du Sud. Dans votre valise, quelle que soit la saison à laquelle vous vous rendez en Afrique du Sud, pensez à prendre des vêtements adaptés à toutes les saisons, parce qu'en Afrique du Sud, euh, que ça soit, en fait, c'est un très grand pays et il peut y avoir plusieurs saisons dans une journée. Vers le Cap, il y a énormément de vent. Dans la région du KwaZulu-Natal et de Durban, c'est beaucoup plus chaud et humide. Et au Kruger, là, vous êtes vraiment dans la savane, donc ça peut être chaud, mais il faut quand même avoir des habits pour le safari, donc des couleurs neutres et des vêtements assez légers. Évidemment, prendre des lunettes de soleil et surtout un appareil photo pour prendre des photos et des vidéos mémorables. Et enfin, le dernière petite astuce, c'est que les pourboires sont de mise en Afrique du Sud, que ce soit dans les lodges ou pendant une excursion avec un guide. Donc, je vous conseille de retirer de l'argent en ville. Il y a des bornes ATM, un peu comme partout, parce que les pourboires se font uniquement en liquide. Pour qui et quand partir? Alors, comme j'ai dit, c'est pour les personnes qui font un premier voyage en Afrique, pour les familles, les couples, les passionnés d'histoire, parce que vous l'avez compris, en Afrique du Sud, il y a une histoire assez forte. Pour les amoureux de safari et de grands espaces. Et pour quand? Alors, en Afrique du Sud, on peut s'y rendre toute l'année, parce que c'est un climat qui est agréable. Il faut juste avoir en tête que les saisons sont inversées par rapport aux nôtres. Donc, quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été là-bas, et inversement. Donc, la saison estivale en Afrique du Sud, c'est de novembre à mai. C'est la haute saison des voyages et les prix sont évidemment plus élevés. Et la saison hivernale, c'est de juin à octobre. Alors, l'hiver là-bas, c'est pas comme l'hiver en France, on n'est pas avec nos bonnets et nos écharpes. C'est plus agréable, mais il fait un peu plus frais. Et l'intersaison, c'est les périodes que je vous conseille pour voyager. Ce serait plutôt l'automne, donc de mai à juin, et le printemps d'octobre à novembre, parce que là, les prix sont un peu plus intéressants déjà. Et ça reste des saisons qui sont très agréables pour profiter de l'Afrique du Sud. Et alors, il y a des choses à savoir concernant l'observation des baleines, par exemple, qui se fait de juillet à décembre. Septembre, c'est le meilleur mois parce que c'est le moment où elles se reproduisent. Ensuite, pour les safaris, les meilleurs moments, c'est de juin à novembre. Alors pareil, encore une fois, les animaux ne disparaissent pas de la savane. C'est juste que ce sont les meilleures périodes pour les observer. Mais on peut très bien aller faire un safari au mois de décembre. Et pour le meilleur rapport qualité-prix, il faut privilégier la période de septembre à novembre. Ensuite, sur cette slide, je vous ai mis toutes les régions qui sont disponibles sur la plateforme de Worldia.
Donc, on a 4 grandes régions et à l'intérieur, on a plusieurs villes, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, comme vous vous en doutez, je ne peux pas tout vous présenter. Je vous ai présenté les principaux classiques et incontournables de l'Afrique du Sud et quelques étapes hors des sentiers battus qui peuvent être intéressantes pour vos clients. Mais sachez qu'on a une prod qui est assez large et développée sur la destination. Alors justement, on va passer aux incontournables de l'Afrique du Sud, en commençant par le Kruger et sa région. Alors le parc national Kruger, c'est le plus grand parc d'Afrique du Sud et le 3e plus grand parc d'Afrique. C'est un incontournable d'un voyage en Afrique du Sud. Il est situé entre l'est de l'Afrique du Sud et la frontière avec le Mozambique. C'est un parc qui est aussi grand que la Corse. Il a été ouvert en 1927 au public et c'est l'un des plus beaux paysages d'Afrique du Sud. Et évidemment, vous pouvez rencontrer les Big Five sur place et plein d'autres animaux, comme les Springboks par exemple. Un petit conseil en termes d'accessibilité, donc on a l'aéroport d'Hoedspruit qui se situe au nord du parc, l'aéroport de Nelspruit au sud et l'aérodrome de Skukuza qui est à l'intérieur du parc. Et vous pouvez très bien dormir à Hoedspruit ou à Asiview, c'est ce que je vous conseille. Et les clients peuvent aller faire des safaris, donc comme je disais, soit en autonomie avec leur propre voiture, s'ils le souhaitent, soit ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire un safari accompagné d'un guide pour avoir son expérience et ses explications. Dans le parc de Kruger, on ne peut pas faire de hors-piste. C'est-à-dire que même si on est accompagné d'un ranger expérimenté, il est obligé de rester sur les pistes. Donc, si par exemple, il y a un rhinocéros qui se trouve à 400 mètres, eh bien, on ne le verra pas mieux que de cette façon-là. Et la problématique des parcs nationaux, c'est que le nombre de visiteurs n'est pas limité. Donc, il se peut que par moment, vous vous retrouviez à 4 ou 5 voitures à observer un lion en train de se balader. Voilà, donc il y a un peu plus de monde dans les parcs nationaux. En termes de recommandations d'activité, donc évidemment, je vous recommande de faire le safari accompagné d'un ranger dans le parc Kruger. Et en termes d'hébergement, pour chaque étape, je vous ai proposé 2 types d'hébergement. Un hébergement un peu standard et un hébergement un peu plus haut de gamme. Mais les deux restent de très beaux lodges. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du Sabi River Lodge à Asiview et du Unumbesa Boutique Hotel à Hoedspruit. Et ensuite, je voulais vous expliquer la différence entre un parc national et des réserves privées, parce que c'est la particularité d'un safari en Afrique du Sud, c'est qu'on peut le faire en réserve privée, à la rencontre des mêmes animaux que ceux qui sont au parc Kruger. Donc, comme on peut le voir sur la carte, en vert foncé, c'est tout le parc Kruger. Et en vert un peu plus clair, il s'agit des réserves privées qui sont collées au Kruger. Il n'y a pas forcément de barrière entre les deux. Donc, les animaux sont libres de passer entre les deux. La seule différence, elle est pour nous, pour les humains. Les personnes qui entrent dans les réserves privées sont celles qui séjournent dans les lodges de la réserve privée. En tant que touriste, si on ne dort pas dans un lodge de la réserve, on ne peut pas faire un safari à l'intérieur. Donc, la particularité, c'est qu'il y a des propriétaires de chaque réserve. C'est pourquoi elles sont privées. Les hébergements et les services peuvent être identiques à ceux qu'on trouve dans les lodges qui sont disponibles à Asiview et Hoedspruit, par exemple. Mais il faut savoir qu'en réserve privée, quand vous réservez un lodge en pension complète, les safaris sont inclus. C'est-à-dire que donc les clients sont en pension complète, donc ils ont tous les repas. Et en plus de ça, ils ont un safari le matin et un safari l'après-midi. À Kruger, il faut savoir que les personnes là-bas vivent en fonction du soleil, et les animaux aussi. Donc, vous partez très tôt pour faire un safari le matin, entre 5 et 6 heures, et vous revenez vers 9 heures, quand le soleil se lève vraiment. Et ça donne vraiment
des belles images et des couleurs magnifiques au lever du soleil. Vous prenez votre petit déjeuner en revenant du safari. Vous passez le midi et l'après-midi au lodge. Vous pouvez faire d'autres activités, un safari à pied, etc. Et ensuite, vers 16-17 heures, vous repartez pour un deuxième safari qui est aussi inclus. Et là, vous revenez vers 19-20 heures pour le dîner. Et vous recommencez comme ça tous les jours. Mais il faut vraiment prendre le lodge en pension complète. Si vous prenez un lodge dans une réserve privée, un petit déjeuner, les safaris ne sont pas forcément inclus. Et sachez que réserver un lodge en petit déjeuner dans une réserve privée, c'est un peu compliqué parce que de toute façon, les clients vont devoir payer leur repas sur place puisqu'il n'y a pas de restaurant autour. La différence aussi en termes de safari entre un safari dans le parc Kruger et dans la réserve privée, c'est que vous êtes accompagné d'un ranger expérimenté obligatoirement. Vous ne pouvez pas faire votre safari en autonomie. Et le hors-piste est possible pour s'approcher des Big Five dans une réserve privée. Évidemment, vous êtes accompagné d'un ranger, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent la nature, ils connaissent les animaux, ils ne s'approchent pas trop près non plus. C'est juste pour que vous puissiez les voir et les prendre en photo. Et en termes d'accessibilité, c'est la même chose que pour le parc Kruger. Il y a l'aéroport d'Hoedspruit au nord et Nelspruit au sud. Et c'est à environ 5 heures de route de Johannesburg. Alors, en recommandation d'activité, évidemment, ce que je vous recommande, c'est la journée dans une réserve privée avec les safaris, comme je viens de vous l'expliquer, un le matin et un l'après-midi, accompagné d'un ranger. Certains lodges, je propose des safaris à pied aussi. Et je vous ai recommandé 2 hébergements, pareil, un standard et un peu plus haut de gamme, dans les réserves privées, donc le Mola Betsi Lodge à Baloulé et le Earth Lodge à la réserve du Sabi-Sand. Il faut savoir que c'est une des réserves les plus connues d'Afrique du Sud. Ensuite, on arrive au Blood River Canyon, c'est le plus grand canyon vert. Là, je vous conseille d'y passer 1 ou 2 nuits. La particularité, c'est que c'est 26 km de canyon traversés par la rivière Blythe, d'où le nom. C'est un des plus beaux panoramas d'Afrique du Sud. Et il se situe à environ 4 heures de Johannesburg et à 1h30 du parc Kruger. Et c'est dans un parc national protégé. En termes d'activité, on propose en plateforme le tour en 4x4 dans le canyon et le vol en montgolfière au-dessus du Blood River Canyon. On a aussi une randonnée. Et en termes d'hébergement, on a le Blood River Canyon Lodge qui est un hébergement standard et le Umvangati House qui est un peu plus haut de gamme. Ensuite, on arrive du côté du Cap et de sa région. La ville du Cap, elle est surnommée la cité mère au bout du continent. Ici, je vous conseille d'y faire au moins 3 ou 4 nuits. On peut aussi le faire en 7 nuits. On a une suggestion d'itinéraire d'ailleurs sur le site en 7 nuits au Cap. C'est la capitale parlementaire du pays. Elle est située à l'extrémité au sud-ouest de l'Afrique du Sud. C'est une ville qui a été construite au pied de la montagne de la Table, qu'on peut voir sur la photo au fond, et au bord de l'océan Atlantique. Sur place, on a une culture et une histoire assez riche, comme je le disais, avec le street art, le waterfront, la prison du Robben Island et le District 6, qui est un quartier qui est maintenant une image et un symbole de l'apartheid, parce que c'est un quartier où habitait une population noire qui est proche du centre-ville. Et au moment de l'apartheid, on leur a demandé de quitter le district et le quartier pour aller vivre à Kailicha, qui est un des townships du Cap. Et ensuite, aucun blanc n'a voulu y vivre. Et aujourd'hui, c'est devenu un no man's land. Personne ne vit dans ce quartier-là. Donc, les choses à faire au Cap, évidemment, c'est se balader dans un des marchés de la ville et dans le quartier de Beau-Cap. C'est le quartier avec toutes les belles maisons de toutes les couleurs. Et évidemment, et déguster un plat de la cuisine des Cap Malais. Je vous conseille aussi de faire l'ascension de la montagne de la Table avec un beau panorama sur toute la ville et l'océan. De faire la visite de la péninsule du Cap et du Cap de Bonne-Espérance. Donc là, on arrive tout au bout du continent africain. Et aussi, si vous avez l'occasion d'assister à un match de rugby, parce que comme je disais, le rugby en Afrique du Sud, c'est un peu comme une religion. Et c'est là où tout le monde se réunit, c'est très festif.
En termes de recommandations d'activités, je vous propose la visite de la péninsule du Cap en privatif ou en collectif. On a les deux. Vous pourrez y rencontrer les pingouins, comme on peut voir sur la photo. Vous pourrez aussi faire une petite croisière pour aller voir les otaries qui sont au bord de Out Bay. On a aussi évidemment la classique visite de la ville du Cap avec un guide local. Ça, c'est vraiment un indispensable, je trouve, pour visiter la ville avec des explications. Et sur cette photo, on peut voir le quartier de Beaucap. Et en termes d'hôtellerie, là, je vous en ai mis deux aussi. Une guest house, l'Antrim Villa. J'y ai séjourné pendant mon voyage en Afrique du Sud et je vous la recommande vivement. C'est très familial, c'est très intimiste. Le personnel est très sympa. Et à côté, je vous ai aussi conseillé le Triboutique Hotel, qui est un hôtel 4 étoiles, et là, qui est un peu plus haut de gamme en termes de prestations. C'est complètement différent, mais très bien aussi. Ensuite, on arrive sur la route des vins, à Stellenbosch et Franschhoek. Là, je vous conseille d'y passer une ou deux nuits. C'est les deux villes les plus attrayantes pour visiter des vignobles et y déguster du vin. C'est deux villes qui sont très appréciées par les clients français, puisqu'évidemment, on est fervent de vin. Stellenbosch, c'est une ville qui est construite par les Néerlandais à la base pour cultiver les terres, ce qui fait que maintenant, beaucoup d'Afrikaners ont des terres et des vignobles. Et on peut voir dans la petite ville de Stellenbosch que l'architecture est de style Cap Dutch. Donc les Néerlandais ont apporté leur petite touche en Afrique du Sud. Et ensuite, la deuxième ville, Franschhoek, ça signifie le côté français en Afrikaans. C'est plus petit que Stellenbosch, mais tout aussi charmant, avec de nombreux bars et restaurants assez sympathiques. À Franschhoek, par exemple, vous pouvez voir des vignobles qui s'appellent La Provence, Marianne. Donc, c'est quand même très français sur place. C'est accessible par voiture. C'est à 1 heure du Cap. Il y a 40 minutes de route entre les deux villes. Et évidemment, je vous conseille de déguster du vin dans un des vignobles sur place. Alors, en termes d'activité en plateforme, on a la découverte des vignobles. Donc là, on part à une demi-journée pour visiter plusieurs vignobles et déguster du vin. Et on a aussi le vol en montgolfière au-dessus des vignobles. C'est une autre expérience. Et là, c'est pour voir un peu tout le paysage d'une autre façon. On propose aussi des balades à vélo et des balades à cheval dans les vignes. En termes de recommandations d'hôtel, là, c'est un peu le même principe que pour le Cap. C'est une guest house, le Mont Angelis, pareil, qui est très intimiste et familial. Et à côté, on a un boutique hôtel, le River Manor, qui est aussi très sympa, mais complètement différent en termes d'ambiance et d'atmosphère. Ensuite, on arrive à Hermanus, à la découverte de l'océan Indien, de l'océan Atlantique, pardon, on n'y est pas encore à l'océan Indien. Et là, c'est une autre étape de la route des jardins. C'est un ancien village de pêcheurs qui est connu aujourd'hui pour ses restos gastronomiques, les vignobles aussi, il y en a aussi à Hermanus, et pour ses boutiques. Et c'est aussi la ville qui est mondialement connue pour l'observation des baleines franches australes, qui sont entre juin et décembre. En termes d'accessibilité, pareil, par la route, c'est à 2 heures de route du Cap et à 1 heure et demie de Stellenbosch. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, la conduite se fait à l'inverse de la France, mais toutes les routes sont très bien faites. C'est très facile de conduire là-bas. Il y a vraiment toutes les infrastructures pour faire un autotour. En termes d'activité sur place, évidemment, on propose en plateforme l'observation des baleines, donc la croisière qui part tôt le matin pour tenter d'observer les baleines. On a aussi la plongée en cage avec les requins pour les plus courageux. Et pour l'hôtellerie, on a le lodge, le Whale Rock, qui est un des hôtels qu'on vend le plus sur la destination. Et on a aussi la Ballon Guest Lodge, qui est un peu plus haut de gamme pour les prestations. Ensuite, on arrive à la réserve de Sambona, qui est une réserve sur la route des jardins aussi, un peu plus dans les terres. Son nom vient du peuple San, les premiers Bushmen à occuper ce territoire, et du mot Bona, qui signifie vision. Alors, il faut savoir que la culture San s'apparente à une vie en harmonie avec la nature,
C'est ce que les propriétaires de la réserve de Sambona essayent de cultiver. La réserve fait une superficie de 54 000 hectares, donc c'est très grand. On peut y voir les Big Five, on peut aussi y voir des lions blancs, qui sont très rares, et des guépards. Il y a aussi évidemment des girafes, des zèbres, etc. Et en termes d'accessibilité, c'est à 3h30 du Cap, et c'est à 2h30 de Stellenbosch et Hermanus. Et c'est vraiment pour moi un indispensable et un incontournable d'un road trip au sud de l'Afrique du Sud. En termes d'activité, comme dans toutes les réserves privées, je vous propose la journée de safari accompagnée d'un ranger, avec le safari le matin et le safari après-midi inclus pour un lodge réservé en pension complète. En termes d'hôtellerie, on a le Sambona Gondwana Lodge, qui est un lodge très bien et très bien situé dans la réserve. Et on a le Dwika Tented Lodge, qui est un peu plus haut de gamme et pareil, qui est aussi situé à l'intérieur de la réserve. Concernant ensuite le parc national Ado Elephant, c'est le paradis des pachydermes parce que c'est un ancien sanctuaire d'éléphants. C'est une étape aussi incontournable pour la rencontre des Big Five à la fin de la route des jardins. Donc, comme vous pouvez le voir sur la petite carte, c'est un parc national qui se situe juste au-dessus de Port-Elizabeth. Et comme je vous disais au début, Port-Elizabeth, c'est la dernière étape d'un autotour sur la route du jardin. La particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'éléphants dans le parc parce que c'est un ancien sanctuaire. Et en termes d'accessibilité, c'est à 1 heure de Port-Elizabeth, donc c'est bien pour finir son autotour au sud de l'Afrique du Sud. Et c'est à 2 heures de Cap Saint-Francis. En termes d'activité, donc dans le parc, on vous propose en plateforme un safari accompagné d'un ranger. Et pour les hébergements, on a l'Elephant House, qui est le classique à l'intérieur du parc national. Et on a le Woodhall Country House and Spa, qui est pareil, un peu plus haut de gamme. Ensuite, on arrive dans la région du KwaZulu-Natal, donc à l'est du pays. Et là, on commence le voyage par la ville de Sainte Lucia. C'est un village authentique et c'est aussi le royaume des hippopotames et des crocodiles. Il faut savoir qu'à Sainte Lucia, c'est une ville qui est collée au lac et à l'estuaire. Donc les hippopotames, la nuit, ils sortent pour manger l'herbe. Ils ne sortent pas le jour. Donc il n'est pas improbable de croiser un hippopotame en pleine rue à Sainte Lucia. Donc c'est un village qui se situe au cœur de la région du KwaZulu-Natal. C'est des paysages qui sont plutôt marécageux. Il y a une variété d'animaux assez large, mais il y a beaucoup d'hippopotames et de crocodiles, et aussi de nombreux oiseaux. Donc c'est vraiment un paradis pour les personnes qui sont fans d'oiseaux. Et c'est une ville qui est au bord de l'océan Indien. Donc là, on est vraiment de l'autre côté de l'Afrique du Sud. C'est à environ 3 heures de route de Durban et à 1h20 de Chouchloué. Pour avoir fait moi-même la route entre Durban et Sainte Lucia, 3 heures, ça peut paraître long, mais je vous avoue que c'est assez facile à faire parce que c'est vraiment, on le voit sur la carte, on longe l'océan Indien. Et en termes d'activité, sur la plateforme, vous pourrez retrouver évidemment une croisière sur un bateau sur l'estuaire de Sainte Lucia, à la découverte des hippopotames et des animaux qui vivent dans l'estuaire. Et on propose aussi un safari à cheval, parce que tout autour de l'estuaire, il y a aussi d'autres animaux qui sont là. Et c'est pareil, c'est une autre façon de faire du safari en Afrique du Sud. Et en termes d'hébergement, à Sainte Lucia, il y a pas mal de guest house, très sympa. Et là, je vous conseille le Iguala Guest House. Et on a aussi la Mazulu Lodge, qui est un classique de la région de Sainte Lucia. Ensuite, on arrive à Chouchloué. Ici, je vous conseille d'y passer 2 ou 3 nuits. Chouchloué, c'est une ville, mais il y a aussi toute la partie réserve autour. C'est la réserve la plus riche en faune du KwaZulu-Natal. On peut y voir des Big Five, dont les rhinocéros blancs. C'est une réserve qui a été fondée en 1895. Et en termes de paysage, ce sont des collines et c'est très vallonné. Mais ça reste quand même de la savane. Et il faut savoir que dans le KwaZulu-Natal, il y a pas mal de montagnes. Il y a le Drakensberg et c'est vraiment une région qui est assez vallonnée.
En termes d'accessibilité, ça a environ 4 heures de route de Durban et à seulement 1 heure et demie de route de Sainte Lucia. Donc en général, dans les autotours, on préconise de commencer par Sainte Lucia et ensuite de monter vers Chouchloué. Ici aussi, on peut rencontrer les Big Five. Et pareil, comme dans toutes les réserves privées, je vous propose la journée avec un ranger, donc safari le matin et safari l'après-midi. Et en termes d'hébergement, on a le Zululand Lodge, qui est très classique et très simple en termes de prestations. Et on a le Rhino Ridge Safari Lodge, qui est un peu plus haut de gamme. Ensuite, on arrive dans la région de Johannesburg. Alors, Johannesburg, c'est la capitale économique de l'Afrique du Sud et c'est aussi le berceau de la révolution contre l'apartheid. Johannesburg a un quartier, le Soweto, qui est mondialement connu. Soweto, ça signifie South West Township. Donc, c'est un township qui est situé au sud-ouest de la ville. C'est une ville qui a été créée en 1886 dans la province du Transvaal. La province du Transvaal a été créée suite à la migration des colons néerlandais après l'arrivée des Anglais en Afrique du Sud. Et pendant cette période, ils ont créé du coup la ville de Johannesburg suite à la ruée vers l'or. Il faut savoir qu'à Johannesburg, il y a énormément de mines d'or et il y en a encore quelques-unes qui sont aujourd'hui actives. Johannesburg, ça a une importance économique et aussi historique qui est liée à l'apartheid. Encore aujourd'hui, il est possible de visiter Soweto et d'y aller. Et on peut y voir vraiment une grande disparité sociale. 5,6 millions de Sud-Africains vivent à Johannesburg et la moitié sont à Soweto. En termes d'accessibilité, c'est une ville qui est à environ 2 heures de vol du Cap et à 1 heure de route de Pretoria. Pretoria, on peut le voir sur la carte, c'est un peu plus au nord. Et c'est à 6 heures de route du parc Kruger. Et l'aéroport de Johannesburg est un des plus gros aéroports d'Afrique du Sud. En termes d'activité, je vous recommande vivement de faire l'activité disponible sur la plateforme Sur les traces de Mandela, où on a une visite de Soweto avec un guide, la visite du musée de l'apartheid et du mémorial de Hector Peterson. C'est vraiment une activité qui est très prenante et qui nous aide à comprendre l'histoire du pays. Et on a aussi une autre activité qui est un peu plus ludique. Là, c'est la visite de Soweto en vélo. Pareil, ça, je l'ai faite quand j'y suis allée et c'est très sympa de rencontrer la population locale. C'est des jeunes du quartier qui ont fondé une association qui propose cette activité aujourd'hui. Et l'activité est disponible soit en vélo pour les plus sportifs, soit en tuk-tuk pour ceux qui veulent la faire sans avoir à pédaler sur un vélo. Et en termes de recommandations d'hôtel, on a le Courtyard Rosebank qui est bien situé dans le quartier de Rosebank à Johannesburg, qui est un hôtel très sympa. Et on a le Peach Boutique Hotel qui, lui, est un peu plus haut de gamme en termes de prestations sur place, mais qui est tout aussi bien placé. Ensuite, on va se diriger tout au nord de l'Afrique du Sud, dans la réserve privée de Madikwe. Là, on est à la limite avec la frontière du Botswana, au nord-ouest du pays. La particularité, c'est que c'est une réserve privée qui est située dans la région sans risque de paludisme, donc, ou free malaria en anglais. On peut y séjourner dans un lodge qui se situe dans la réserve pour faire les safaris. La réserve compte 750 km² d'espace sauvage, qui offre une expérience assez intime et unique, avec plus de 8000 animaux à l'intérieur de la réserve, dont une population croissante de chiens sauvages, comme on peut le voir sur la photo. C'est des animaux qui sont assez difficiles à voir en Afrique en général. On les trouve surtout au Botswana et au nord de l'Afrique du Sud. Et c'est très impressionnant de voir des chiens sauvages chassés. En termes de paysage, c'est une terre assez rouge avec des collines et des plaines parsemées de petits arbustes, un peu comme on peut le voir sur la photo. Et en termes d'accessibilité, c'est une réserve privée qui est à 4h30 de route de Johannesburg, à seulement 1 heure de vol de Johannesburg aussi. C'est à 1 heure de route de Sun City, qui est une ville, c'est un peu Disneyland en Afrique du Sud, Sun City. C'est vraiment une ville adaptée pour les enfants. Et c'est aussi à 2 heures du parc national du Pilanesberg.
Pareil, en termes d'activité, comme dans toutes les réserves privées, on a la journée avec un ranger en safari. Et en termes d'hébergement, on a le Madikwe River Lodge, qui est un lodge qui a de très belles prestations sur place et qui reste très simple. Et le Rulani Safari Lodge, pareil, qui est un peu plus haut de gamme. Et les deux lodges sont situés dans la réserve. Ensuite, comme je le mentionnais précédemment, le parc national du Pilanesberg, c'est une caldeira qui est proche de Sun City. Une caldeira, c'est un ancien volcan qui s'est effondré sur lui-même et qui a créé du coup, la caldeira avec des parois qui sont assez hautes. Et là, en l'occurrence, c'est de la roche rouge. Il y a un lac au milieu et des plaines boisées. Donc, c'est un environnement assez adapté à la faune sauvage. C'est un parc national qui a été créé lors de la grande opération de repeuplement animalière en 1979. Et on peut évidemment y voir les Big Five et d'autres animaux. En termes d'accessibilité, c'est un parc qui est à 4 heures de route de Johannesburg. Pareil, les routes sont adaptées, ça se fait assez facilement. Et c'est à seulement 2 heures de la réserve privée de Madikwe. En termes d'activité sur place, donc on a le safari accompagné d'un ranger dans le parc du Pilanesberg. Et on a aussi un safari en montgolfière pour une expérience un peu différente. En termes d'hébergement, on a le Bakumbud Bush Lodge, qui est pareil, très standard, et le Chukudu Bush Lodge, comme on peut voir, qui a une superbe vue sur la savane. Et enfin, je voudrais terminer par l'Afrique du Sud chez Worldia. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est une destination qu'on a beaucoup travaillé. On a actuellement 400 logements en sélection sur toute la destination. Ce sont des logements variés, que ça peut aller de l'hôtel 3 à 5 étoiles, du boutique hôtel, du lodge, de la guest house, vous l'aurez compris. On a aussi une large variété d'activités collectives et privatives. Et on travaille avec des partenaires professionnels qui sont sur place, qui sont spécialistes de la destination, et c'est des partenaires avec qui on travaille depuis des années déjà, et en qui on a totalement confiance. On a actuellement sur la plateforme 12 itinéraires pour vous inspirer et inspirer vos clients. Et en plus de ça, on a donc des programmes adaptables sur la plateforme, et on a aussi des experts qui sont capables de répondre à vos demandes. Quand je suis allée en Afrique du Sud, il y a une des conseillères voyage de Worldia qui m'a accompagnée et qui a pu voir d'elle-même les activités, les lodges, etc. Donc, elle connaît bien l'Afrique du Sud maintenant, et c'est vraiment d'une grande aide pour vous aider à construire les itinéraires de vos clients. Justement, en termes d'itinéraire, sur les 12 qui sont disponibles en plateforme, j'en ai sélectionné 4 qui sont nos coups de cœur. Alors, le premier, évidemment, c'est l'incontournable de l'Afrique du Sud, où on visite le Cap. Ensuite, on prend un vol pour aller dans la réserve privée du Sabi Sand, qui est collée au parc Kruger. Et enfin, on prend un vol pour rejoindre la ville de Johannesburg. On visite un petit peu la ville et son histoire. Et ensuite, on rentre en France. Le deuxième itinéraire, c'est la route des jardins. Donc, comme je vous présentais un peu tout à l'heure, on commence au Cap et on finit à Port-Elizabeth. Et sur le chemin, on a plusieurs arrêts. On a des arrêts dans les vignobles, on a des arrêts au bord de l'océan Atlantique pour tenter de voir les baleines. On a des arrêts dans des réserves comme le Sambona ou le parc national Ado Elephant pour faire des safaris. On a des arrêts un peu plus sauvages à Haute-Chaunde, par exemple, pour rencontrer les autruches. Ou à Tsitsikamma pour faire une randonnée dans les forêts vierges. Et on a aussi des arrêts proches de l'océan, à Naïsna par exemple, ou à Cap Saint-Francis, qui est une ville qui est très adorée par les surfeurs. Et le troisième itinéraire, c'est le Petit Prix Grand Safari. Là, on arrive à Johannesburg, on prend une voiture, on monte jusqu'au Pilanesberg directement. On fait un safari là-haut. Ensuite, on redescend à Johannesburg pour une petite piqûre d'histoire sud-africaine. Et après, on prend la route direction le Blythe River Canyon pour voir le plus grand canyon vert du monde. Et on va faire ensuite un safari dans la réserve privée de Baloulé, qui est collée au parc Kruger, pour ensuite revenir sur Johannesburg et rentrer en France.
Et enfin, le dernier itinéraire coup de cœur, c'est le Merveille d'Afrique australe. Et celui-là, j'avoue que c'est un peu mon préféré. Là, on part découvrir la ville du Cap. On commence par des activités assez ludiques aussi. Puis, on prend un vol direction le Kruger Nord pour faire un safari. On prend la voiture pour aller jusqu'au Blind River Canyon et faire une randonnée dans la région. Puis, on va directement jusqu'à Johannesburg. On visite un petit peu la ville et ensuite, on prend un vol direction les chutes Victoria pour avoir la cerise sur le gâteau à la fin de ce beau voyage. En termes de formalité, pour aller en Afrique du Sud, c'est assez simple. Il faut évidemment un passeport en cours de validité, 6 mois après la date de retour en France. On n'a pas besoin de visa, on n'a pas de restrictions Covid et il n'y a pas besoin d'avoir de vaccin. En tout cas, obligatoire, il n'y en a pas. Et il est vraiment préférable d'avoir un permis de conduire international pour la location auto. Alors, je sais que c'est compliqué parce que ça peut prendre du temps de faire toutes les démarches. Donc, si jamais les clients n'ont pas reçu leur permis international avant de partir en Afrique du Sud, le permis français peut marcher, mais c'est quand même préférable d'avoir le permis de conduire international, ça c'est sûr, pour toutes les démarches. Et sinon, ils peuvent aussi avoir un justificatif, un papier justifiant le fait qu'ils ont fait les démarches, qu'ils ont demandé le permis de conduire international, mais qu'ils ne l'ont pas encore reçu. Et avec le permis de conduire français, à ce moment-là, ça peut marcher. En termes de vie pratique, il y a un décalage horaire d'1 heure en hiver, et c'est la même heure en été. Pour le temps de vol, un Paris-Le Cap ou un Paris-Johannesburg en vol direct, il faut compter à peu près 11 heures. Les principales compagnies aériennes qui relient la France à l'Afrique du Sud sont Air France, Lufthansa et Swiss Airlines. La monnaie locale, c'est le rand sud-africain. Et en termes de budget, par personne pour 8 jours en Afrique du Sud, il faut compter plus ou moins 1 900 €. Évidemment, comme je disais, c'est des voyages qui sont assez adaptables en fonction du budget, en termes d'hébergement, d'activité, etc. Et enfin, je voulais finir par une citation de Nelson Mandela. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui renforce et respecte la liberté des autres.